Ouais, ok, le ton est différent, on n'a pas la même gravité dans la série que dans le jeu. En revanche, j'ai du mal à tomber d'accord avec ceux qui disent que la série n'a pas compris le jeu vidéo. Mais je comprends, j'ai lu les avis négatifs, j'ai regardé les comparaisons de scènes qui montrent la supériorité indiscutable des choix scénaristiques du jeu, j'ai écouté les monologues incendiaires adressés à Bella... Non, je déconne, ceux-là, je vois pas l'intérêt. Il y a des points intéressants, il y a des sujets qui se discutent. Il y a des choses à apprendre. Comme par exemple, pourquoi le ton a changé? Et est-ce que ça permet autre chose dans la série? Et d'ailleurs, quelles sont les contraintes de chaque médium pour raconter une histoire et comment est-ce que ça impacte les choix d'adaptation? Ou encore, quel est ce colis qui vient d'arriver dans ma boîte aux lettres? Comme je vous l'avais annoncé, on a décidé de collaborer avec Opera GX pour vous proposer cette série de vidéos en lien avec l'écriture et le jeu vidéo. Et oh, mais que voilà, le merch est arrivé. Opera GX, vous le savez, c'est le navigateur gaming ultra personnalisable qui vous permet d'explorer internet avec style. Vous avez une bibliothèque monstrueuse de modes pour choisir le look qui vous plaît le plus, et c'est pas juste un fond d'écran, ça vient avec les couleurs d'interface, la musique d'ambiance, les bruitages et parfois même des textures. Bien sûr, vous pouvez activer ou désactiver ce que vous voulez, le but c'est juste que votre navigateur soit le plus adapté à vos envies. Il y a des tonnes d'autres fonctionnalités comme le dark mode forcé pour tous les sites, le split screen interne ou même la fenêtre pop-up vidéo qui vous permet de continuer votre visionnage quand vous changez de page. Mais ce qui m'est très utile quand je suis en plein montage et que ma mémoire RAM est au max de ses capacités, ce sont les limites de performance. On peut forcer Opera GX à ne pas dépasser certaines limites, que ce soit pour la RAM ou pour le CPU. Et vous inquiétez pas pour l'importation des favoris et paramètres, ça prend littéralement 2 secondes avec leur outil d'importation rapide. Vous choisissez votre ancien navigateur et boum, tous vos favoris sont importés. Il n'y a plus d'excuses, le navigateur est gratuit, vous avez plus qu'à l'essayer, le lien est en description bien sûr. Et si le merch vous intéresse, comme ce sweat, là il fait trop chaud pour que je le mette, mais j'ai le même en t-shirt. On a aussi ce mug aux références familières, ou même ce spray pour écran extrait des larmes de mes ennemis. Vous avez 10% de réduction sur toute la boutique GX avec le code Erwan10. Merci encore Opera GX et bonne navigation à vous. Pourquoi le ton change autant par rapport au jeu? Principalement parce que la romance Ellie-Dina a été ramenée au premier plan pour équilibrer la quête de vengeance d'Ellie, alors que dans le jeu la quête de vengeance prenait toute la place et la romance avec Dina c'était juste le rayon de soleil du premier acte qui disparaissait derrière le nuage de la haine. Elle permettait de voir quelque chose de positif auquel on tenait se détériorer au fil de l'aventure. Et avec la série, cette romance est devenue une histoire en développement continu, intermêlée avec la quête de vengeance. Est-ce que c'est mauvais ? Ça dépend. Les détracteurs par exemple vous donneront pour preuve irréfutable la fameuse réaction à la grossesse de Dina, qui paraît beaucoup plus sérieuse et conflictuelle dans la version du jeu vidéo. I wasn't sure, okay? I didn't want to be a burden. Well, you're a burden now, aren't you? I'm gonna be a dad. Mais vous savez ce qui est moins conflictuel dans le jeu vidéo? Le moment où Dina réalise que Ellie est immunisée. Ça se fait en quelques respirations seulement, elle a presque pas le temps de douter, alors que dans la série, elle doit attendre toute une nuit en se préparant mentalement à devoir tirer sur la fille dont elle est tombée amoureuse. En scénario, on entend souvent parler du principe Simple Plot, Complex Characters. Intrigue simple, personnage complexe. C'est un principe que je trouve très difficile à appliquer, et chacun l'entend différemment. Voir son personnage principal agir comme une connasse antipathique, et comprendre ses raisons et réaliser qu'on aurait sûrement réagi pareil à sa place, même si on aimerait pouvoir lui dire qu'elle va trop loin, j'appelle ça un personnage complexe. Et voir ce même personnage capable de remettre en question sa soif de vengeance pour protéger son futur avec sa copine enceinte, avant même d'oublier complètement cette remise en question dès qu'elle se retrouve seule face à une fenêtre d'opportunité, est-ce qu'on peut dire que c'est moins complexe? J'ai aussi beaucoup entendu « Ouais, mais ils ont rendu Ellie bête dans la série, donc forcément moins complexe ». Ellie, elle est pas stupide, elle ment bien, elle sait ce que les gens veulent entendre. Elle est pas très scolaire, mais elle est débrouillarde, et pour quelqu'un de 19 ans, elle sait défendre ses idées. Ce qui lui manque en termes de capacité à résoudre des problèmes techniques rend juste Dina plus importante à l'accomplissement de leur mission et leur relation plus attachante. Aussi, elle a moins perdu son sens de l'humour que dans le jeu, où son deuil et sa colère ont pris d'assaut l'entièreté de sa personnalité et l'ont fait passer du côté obscur. J'ai l'impression que ce qu'essaye de faire la série, c'est justement de la rendre plus complexe. Quelqu'un d'endeuillé peut continuer d'avoir un sens de l'humour, de cacher sa douleur derrière un comportement joueur. Ça dépend des gens, bien sûr, et on peut opposer à cette démarche l'idée qu'un personnage n'est pas censé être aussi incohérent qu'un humain normal, que les histoires mettent en scène des conflits entre des personnages qui représentent des idées, et que la vraisemblance de leur comportement dépend moins de la ressemblance avec la réalité que de la logique entre leurs motivations et leurs actions. Donc si on veut, ce choix de ne pas montrer une Ellie aussi sombre que dans le jeu peut être vu comme une perte de clarté, comme si on n'arrivait plus à se concentrer sur les enjeux principaux qui l'ont propulsé dans sa quête de vengeance. Mais si on en vient à parler de où devrait-on mettre le curseur entre la complexité irrationnelle d'un être humain et la simplicité binaire d'un personnage, je trouve ce débat déjà plus intéressant que de dire ils ont rendu Ellie stupide. Parce que cette affirmation, c'est une simplification qui cherche pas à déconstruire ce qu'ils ont réellement essayé de faire avec le personnage d'Ellie. En plus, je vous ferai dire que dans le jeu, même s'ils en parlent pas explicitement et que c'est fait en off, c'est quand même Dina qui fait tout le travail de décrypter les positions et les communications du WLF. Ellie, elle prend les infos et elle part saigner du wolf en mode bourrin.
beaucoup plus scolaire que dans la série. Je pense pas qu'on puisse critiquer la série The Last of Us en la comparant avec le jeu. Assez fidèle, pas assez fidèle, c'est le genre de critique qu'on est capable de conjurer quand on découvre les films Harry Potter à 11 ans après avoir lu les bouquins. Je pense qu'il faut faire l'exercice d'oublier ce qu'on sait de l'histoire pour juger la série en tant que série. Yeah, well, you know, that's just like your opinion, man. Plutôt que de regarder la surface, de comparer ce qui a été reproduit à l'identique ou ce qui a été changé, on peut se demander quelles sont les contraintes de chaque médium. À commencer par le jeu vidéo. Le point de vue dans un jeu vidéo est beaucoup plus ancré que dans un film ou une série. Je parlerai du point de vue au cinéma ou à la télé plus tard, mais dans le jeu vidéo, vu que le joueur a le contrôle sur les actions d'un personnage, c'est souvent le point de vue de ce personnage qui est adopté. Et même si le joueur peut changer de personnage contrôlé, ce changement est bien plus criant qu'au cinéma ou à la télévision, puisque le joueur sait immédiatement que sa manette contrôle un autre personnage qu'avant. Donc ça a tendance à arriver moins souvent. Je vais me contenter de parler de ce que je connais, parce que j'imagine qu'il doit exister des jeux où les changements de personnages sont fréquents, voire même peut-être incorporés dans les mécaniques de gameplay, mais en l'occurrence pour un jeu narratif comme The Last of Us, l'attachement avec le personnage est important pour ressentir ses émotions, donc le point de vue est fixé sur de très longues périodes. Et on incarne un seul et même personnage sur tout un parcours physique et émotionnel, sans quitter son point de vue. Jusqu'à ce que, narrativement, la rupture violente de changement de point de vue fasse sens pour continuer d'approfondir l'histoire, et peut-être pour surprendre et secouer le joueur. Dans un jeu vidéo, le protagoniste peut mourir, plein de fois, et le but devient alors d'essayer de ne pas le laisser mourir. Et à chaque fois qu'il meurt, ça nous rend un peu plus attentifs, un peu plus précautionneux, plus réactifs, plus concentrés. L'enjeu de vie et de mort n'est pas juste ressenti, il est incarné. Le spectateur est le seul responsable de la survie du personnage. On peut aussi explorer, rechercher par nous-mêmes, fouiller dans le décor pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à tel endroit pour que ces militaires se retrouvent exécutés en rang dans le palais de justice, pour que cet infecté ait un arc sur le dos, ou pour que cette folle ait réussi à convaincre des centaines de personnes de suivre ses préceptes longtemps après sa mort. Tout ça, c'est du storytelling d'environnement. Personne ne nous le raconte, on cherche, on observe, on lit des documents et on assemble nous-mêmes les pièces du puzzle. Et en parlant de puzzle, pour tout ce qui nous est raconté dans les dialogues comme les backstories par exemple, de ce que tel personnage peut avoir comme lien avec les croyances ou ce que tel personnage a pu faire pour être perçu comme un traître par les siens, et bah ces dialogues ne sont pas obligatoirement contenus dans des cinématiques. Ils peuvent arriver en même temps que le spectateur reste actif, en train de résoudre un puzzle, de récupérer des ressources, de chercher la sortie ou de gérer sa barre de vie. Ce qui permet de faire passer des informations dénuées de drame ou de comédie, dénuées de divertissement, ce sont les phases de jeu. On garde l'exposition comme un fond sonore pour un moment de gameplay. En termes de structure, même si la structure globale de l'histoire s'applique de la même façon quel que soit le médium, on n'a pas affaire aux mêmes durées pour ce qui est des sous-parties de l'histoire. Dans un jeu vidéo, les chapitres peuvent adopter la taille qui leur convient le mieux. On peut avoir un chapitre de 15 minutes suivi d'un chapitre de 3 heures. Bien sûr, celui de 3 heures sera découpé en séquences, différentes étapes avec différentes ambiances et progressions, mais la finalité du chapitre, le début et la fin satisfaisant qui en font une histoire à part entière, peuvent être espacés d'autant de temps et de séquences qu'on le souhaite. Et à l'inverse, dans un jeu vidéo, les cinématiques ne peuvent pas durer trop longtemps. Si les cinématiques sont trop longues pour ce qu'elles racontent, le joueur va vouloir passer la cinématique pour retourner au jeu. Certains joueurs passent même les cinématiques de façon quasi automatique, ce qui pousse certains jeux à redoubler d'attention sur l'écriture et la réalisation de leurs cinématiques. Des transitions fluides, des ouvertures intrigantes, le but est de donner aux joueurs l'envie de savoir quel tournant cette histoire s'apprête à prendre. Tout ce qui peut être appris par des dialogues in-game ou des documents trouvés sur le chemin, tout ce qui est exposition pure, sans développement dramatique, ça ne peut pas rester dans une cinématique. Les cinématiques doivent rester un concentré de pure dramatisation, les clés de voûte de l'histoire. Alors que dans la série, les cinématiques sont l'entièreté du divertissement. Pas de moment de gameplay pour nous lâcher l'exposition. Il faut réussir à dramatiser l'exposition, à créer des révélations importantes qui changent les motivations des personnages, qui deviennent soit des obstacles, soit des ouvertures pour faire naître une idée qui les amènera à leur objectif. Le conflit, il peut pas venir non plus de « et maintenant, où est-ce qu'on doit aller ?» ni de « comment est-ce que je passe à travers ces pièges sans me faire exploser la tronche ?» Et les informations ne peuvent pas passer que par des documents trouvés sur le chemin. Lire une lettre une fois parce que c'est important pour les personnages, pourquoi pas, mais imaginez si dans le jeu on avait des cinématiques dans lesquelles les personnages lisaient des rapports de la Fedra ou autre. La cinématique, elle aurait beaucoup moins de valeur que quand c'est pour nous montrer les relations évoluer entre les personnages. Si ça marche pas dans une cinématique, ça peut pas suffire pour être divertissant dans une série. Donc l'exposition doit venir autrement. Mais l'avantage, c'est que le point de vue est beaucoup moins ancré que dans un jeu vidéo. Le point de vue au cinéma ou en série, c'est à ne pas confondre avec le plan subjectif, qui imite littéralement la vision d'un personnage. Le point de vue, c'est un principe un peu plus flou que dans le jeu vidéo, puisqu'en fonction de l'exécution, de la réalisation ou même du montage, on peut faire percevoir un point de vue différent pour une même scène. Par exemple, la scène du Nouvel An revient 2 fois dans la saison 2, une fois sous le point de vue d'Ellie et une autre fois sous le point de vue de Joël.
Certaines scènes sautent d'un point de vue à un autre, comme une sorte de montage alterné pour faire monter la tension. Choisir le point de vue quand on écrit et qu'on réalise une scène, c'est important, c'est là qu'on décide quelles répliques sont des révélations, quelles réactions il faut montrer, quels enjeux sont les plus importants et comment est-ce qu'ils se manifestent. That's what he did. I know. Ça dépend aussi du reste du parcours des personnages et de l'évolution du point de vue sur l'entièreté de cette histoire. Dans l'épisode de flashback, contrairement au flashback du jeu vidéo, on reste principalement dans le point de vue de Joel. On a quelques écarts quand la caméra nous montre ce qu'Ellie regardait ou quand on voit Ellie réclamer son indépendance ou répéter la conversation qu'il a travaillé depuis des années. Mais l'épisode commence sur le point de vue de Joel quand il était jeune pour tisser un lien entre ce que lui a inculqué son père et la façon dont il vit sa paternité avec Ellie. L'ouverture de l'épisode permet deux choses. Montrer Joel qui utilise un mensonge pour protéger quelqu'un avant de le voir se débattre avec un autre mensonge tout au long de l'épisode, mais aussi introduire une autre leçon qui sera transmise en fin d'épisode à Ellie. But I'm doing a little better than my father did. Faire mieux que la génération précédente. You know, when it's your turn, I hope you do a little better than me. Toutes les réactions d'Ellie, qu'elles soient enthousiastes ou horrifiées, deviennent importantes aux yeux de Joel, parce qu'elles sont vues sous le filtre de sa paternité. Et l'avantage avec cette possibilité de changer de point de vue, c'est qu'on peut remplacer l'exposition et le storytelling d'environnement par des scènes issues de points de vue qui n'auraient pas été plausibles dans le jeu vidéo. Comme le cold open de l'introduction d'Isaac par exemple, ou la révélation de la menace que représente vraiment le WLF à la fin de l'épisode 3. Concernant le danger, la mort du protagoniste est impossible dans une série. Il arrive qu'un point de vue s'éloigne de la réalité diégétique pour fantasmer sur ce qui pourrait arriver, qu'on nous fasse croire à la mort d'un personnage avant de révéler que c'était qu'une vision, mais ça, tu le fais une fois, pas deux. Le danger ne peut donc pas venir de cette attention accrue du spectateur pour ne pas laisser son personnage mourir. Ça devient beaucoup plus difficile de faire croire au danger quand le spectateur ne peut rien faire d'autre que regarder et qu'on peut pas montrer à quel point ça pourrait mal se passer pour le protagoniste. Il y a différentes techniques, donc faire monter la pression petit à petit, tout en rajoutant de plus en plus d'éléments dangereux, ou faire remarquer au spectateur ce que le personnage ne voit pas, pour qu'il ait envie de crier au personnage « Derrière, retourne-toi, il est derrière !» On peut faire passer le personnage à deux doigts de la mort, ou rendre tout échappatoire impossible, mais dans ces cas-là, à part avoir la chance de tomber sur un autre personnage amical qui est passé par là, ça devient difficile de laisser le protagoniste s'en sortir. Le bouclier du personnage devient un défaut inéluctable de l'histoire, et si le personnage s'en sort toujours par ses propres moyens, s'il devient trop capable, on n'a plus peur pour lui. S'il y a trop souvent des attaques d'infectés et que le personnage s'en sort toujours, on n'a plus peur des infectés, et ils sont plus une vraie menace. Et quand il y en a pas assez, le spectateur demande où sont les infectés. Toujours dans cette notion de passivité du spectateur, c'est pas non plus à lui de résoudre les puzzles pour faire avancer les personnages, ce qui rend la résolution de puzzles par les personnages beaucoup plus ennuyeuse. On peut plus se contenter de remplir une heure de contenu par une progression d'un point A à un point B avec des ennemis à tuer en chemin. Alors il faut une progression dramatique, il faut une danse entre les personnages, qu'ils se séduisent, entrent en désaccord, hésitent, se disputent. Il faut qu'ils fassent des choix. Cependant, il y a un autre type de puzzle, un puzzle caché. C'est le puzzle du sous-texte. Quand on donne au spectateur deux informations et qu'il en conclut une troisième, alors le spectateur devient actif. Il est investi dans la compréhension de l'histoire, plutôt que d'attendre qu'on lui donne tout pré-mâché. Parfois, la troisième information est une question qui reste en suspens, qui insinue qu'on en saura plus un peu plus tard, afin d'attiser notre curiosité. Comme par exemple, s'il y a 3 sous-sols dans l'hôpital, et que le deuxième niveau ressemble à ça, qu'est-ce qu'il y a au troisième sous-sol ? Ou pourquoi y a-t-il différentes prophètes représentés sur les fresques des Séraphites? Mais ça peut aussi être moins mystérieux et plus lié avec les choix futurs des personnages. Si Ellie est prête à torturer Nora pour savoir où est Abby, mais que Dina lui demande de rentrer à Jackson, est-ce qu'Ellie sera prête à abandonner sa quête de vengeance? Ou est-ce qu'elle s'est déjà trop enfoncée dedans pour renoncer? La troisième information devient alors la perspective d'un choix douloureux, un choix impossible. Et enfin, côté structure, on est obligé d'obéir à une certaine durée d'épisode, tout en utilisant cette durée pour délivrer une histoire complète avec début, milieu et fin. On peut malheureusement pas faire soudain un épisode de 3 heures, et une séquence de 15 minutes qui se suffirait à elle-même doit aussi entrer dans un tout cohérent. Le format épisode vient avec ses contraintes, mais aussi avec quelques avantages. Déjà, le fait que le rythme soit imposé, ça permet de mieux se concentrer sur ce qu'on raconte dans chaque épisode. On peut pas arrêter l'histoire n'importe où, et on peut pas inclure toutes les idées si elles ne fonctionnent pas avec un des épisodes. Chaque épisode vient aussi avec son cold open, c'est-à-dire l'ouverture, qui est très utile pour donner plus de corps au thème de l'épisode, ou ajouter de la backstory à un personnage. Et la fin doit autant être une conclusion à l'histoire de l'épisode qu'une amorce de nouvelles situations, la promesse d'un prochain épisode palpitant. Un teaser si vous préférez. Et j'ai même pas parlé des contraintes de production qui permettent aux jeux vidéo d'écrire en même temps qu'ils assemblent l'histoire, de pouvoir retourner des scènes des mois après en rappelant simplement les acteurs qui enfilent leur tenue de motion capture, avec la capacité de changer le décor, la lumière ou même la météo après avoir enregistré la scène,
tandis que la série doit être tournée en quelques mois seulement dans des lieux réels, avec des contraintes de construction de décors qui peuvent rendre impossible certaines retakes pour rattraper un plan foiré ou un élément manquant. Une fois que c'est tourné, c'est tourné. Si ça marche pas ou qu'on a une idée pour améliorer après coup, bah c'est trop tard. Déjà avec tous ces éléments, on comprend mieux pourquoi le jeu ne peut pas être simplement retranscrit tel quel en format série. Il faut forcément remanier certains passages, et les modifications entraînent des effets en cascade qui demandent à certains moments de l'histoire de changer complètement, que ce soit en termes de chronologie ou d'exécution. Il faut faire des choix, c'est-à-dire prendre des risques et faire des sacrifices. Par-dessus ça, il y a une autre problématique. Est-ce qu'on ignore les défauts de l'histoire d'origine, ou est-ce qu'il faut autant que possible renforcer les points faibles ? C'est une vraie question, je sais pas comment j'y aurais répondu à la place des showrunners. Toujours est-il que le jeu avait été critiqué notamment pour la confiance aveugle que Joel accorde immédiatement à Abby et son groupe. Cette insouciance allait en totale opposition avec le cow-boy insensible et méfiant qu'on avait appris à connaître dans le jeu précédent. Alors j'avoue que je m'étais persuadé tout seul qu'au vu des flashbacks et du caractère tranquille de Joel dans The Last of Us Partie 2, il me semblait logique qu'il se soit détendu à force de vivre en sécurité avec sa petite routine à Jackson. Il est aussi redevenu père, donc ça me semblait évident que ça puisse le rendre un peu plus chaleureux. Mais c'est vrai qu'avec l'opportunité de réécrire l'histoire, vient la possibilité d'adresser ce changement de personnage. Donc on peut montrer Joel devenir un papa gâteux qui vieillit, montrer les traces de son ancienne philosophie du chacun pour soi et lui rappeler que c'est pas comme ça que cette communauté fonctionne. Joel, you were a refugee too. On peut aussi montrer qu'il essaye de se déconstruire, de devenir meilleur pour arranger sa relation avec Ellie. Et au moment fatidique, on peut lui éviter de révéler inconsciemment son identité et le laisser s'inquiéter pour plus important que sa propre sécurité. Comme ça, c'est plus logique qu'il baisse sa garde. J'ai dit on peut, j'ai pas dit on doit. Mais surtout, pour aborder le sujet qui fâche, adapter une œuvre, c'est se l'approprier. Alors quand tu dois faire des trous dans l'œuvre originale et broder tes propres pièces pour assembler ton patchwork, tu te fais forcément quelques ennemis. Tous ceux qui sont tombés amoureux du premier patchwork, ils peuvent pas retrouver exactement la même chose. Mais l'important, c'est que celui qui se charge d'adapter ait sa propre interprétation de l'histoire. La fin du jeu vidéo a été analysée dans tous les sens, y compris sur cette chaîne, et là où beaucoup y voyaient une simple leçon de morale, un rappel évident et grossier de ne pas céder à la haine, d'autres y ont vu un parcours de deuil complexe. La série, elle, nous remet sur la piste de la transmission. Le premier comme le second jeu nous raconte une relation père-fille avant tout, et la série pose une nouvelle question. You and my brother, same goddamn fucking person. If she's on a path, it's not one that Joel put her on. You swore. She's a liar. I hope you do a little better than me. Est-on destiné à devenir comme ceux qui nous ont élevés ?